Le journal Ousmane Daou. Ce bonjour à la une de cette édition, quatrième conférence sur le financement du développement à Séville en Espagne. Les ministres maliens en charge des affaires étrangères, de l'économie et des finances et celui en charge de l'environnement au cours des différents panels ont plaidé pour un financement équitable, pour un monde meilleur équitable dans tous les domaines et pour un changement de paradigme. 94 radios, 14 télévisions et un distributeur remplissent désormais les conditions d'émettre après la loupe de la HAC, la Haute Autorité de la Communication. Dans la page AES au Burkina Faso, le mausolée Thomas Sankara ne désemplit pas plus de 200 visiteurs par jour pour se ressourcer auprès du père de la révolution burkinabé. Au Niger, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage en visite de terrain pour le suivi des travaux d'aménagement agricole. Dans l'actualité internationale au Sénégal, après sa condamnation par la Cour suprême pour diffamation, le Premier ministre Ousmane Sonko demande la révision du procès. Le Premier ministre indien Narendra Modi en visite au Ghana pour réchauffer la coopération bilatérale entre Accra et New Delhi. En sport, on parlera de basketball avec la Coupe du Monde Junior Garçon en Suisse. Le Mali a plié face au Canada. Et puis, il sera également question de la Coupe du Monde des clubs de football dont les quarts de finale démarrent demain avec Fluminense Al Hilal. Et la leçon du sport de ce jeudi va porter sur le Pumse en taekwondo. Dans la chronique judiciaire, Garibou Pérou nous dira les conséquences de porter atteinte au crédit de l'État qui est puni par l'article 242-74 du Code pénal. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Jeudi 3 juillet 2025, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. Tout d'abord, ce communiqué du gouvernement. Le gouvernement de la transition, avec un fort engouement, adresse ses vives félicitations aux forces armées de sécurité sous le leadership de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, président de la Confédération des États du Sahel, AES. En effet, le 1er juin 2025, nos vaillants militaires ont contenu avec succès des attaques terroristes simultanées contre 7 localités de notre pays avant de neutraliser plus de 80 terroristes puis saisir divers équipements. De ces récentes attaques terroristes qui surviennent dans un contexte marqué par la neutralisation de plusieurs leaders, la destruction des sanctuaires et la création de la Confédération AES, il ressort la synchronisation des assauts à l'échelle de l'espace de la Confédération des États du Sahel, Alliance des États du Sahel, une nouveauté dans le mode opératoire à travers une utilisation accrue des drones kamikazes, une communication fortement et ouvertement appuyée par des médias internationaux complices du terrorisme. Le gouvernement de la transition prie pour le repos de l'âme des militaires et des civils décédés lors des attaques terroristes, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. En outre, il condamne avec la plus forte rigueur ces actions terroristes sponsorisées par des États et ne visant qu'à entraver la marche de l'AES, dont les avancées dans le domaine de la défense et du développement sont remarquables. Enfin, il rassure l'opinion nationale que l'offensive des forces armées de sécurité se poursuivra et s'intensifiera jusqu'à l'éradication totale du terrorisme. En vue d'atteindre cet objectif essentiel, il est important que la population, d'une part, soit mobilisée pour renforcer la cohésion nationale et d'autre part, qu'elle signale tout fait suspect aux forces armées et de sécurité. C'est signé du ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, général de division Abdoulaye Maïga. Cet autre communiqué, le président du Conseil national de transition informe les membres du CNT que les travaux de la plénière suspendus le lundi 30 juin 2025 reprendront ce jeudi 3 juin 2025 à partir de 9h dans la salle Djeli Baba Sissoko du Centre international de conférence de Bamako, CICB. Le président du Conseil national de transition sait compter sur la bonne compréhension de tous. La séance est publique. À présent, direction l'Espagne. Quatrième conférence internationale sur le financement du développement. Les travaux se poursuivent avec des tables rondes. Hier, les membres du gouvernement ont pris la parole dans différentes tables rondes sur, entre autres, comment réaliser une architecture de la dette souveraine orientée vers le développement ou encore comment revitaliser la coopération internationale par rapport au développement. Faisons le point de ces différents panels avec nos envoyés spéciaux à Séville, Mamari Kone et Aliou Touré.
À la 4e conférence internationale sur le financement du développement à Séville, 6 tables rondes sont organisées. C'est ainsi que dans ce cadre, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a fait une intervention à la table ronde multipartite sur le thème « Revitaliser la coopération internationale au développement ». Les différents panélistes sont convaincus qu'il faut absolument imprimer une nouvelle dynamique à la coopération internationale. Le ministre Diop a insisté sur les efforts financiers que les pays de la Confédération de l'AES déploient au quotidien dans le cadre de leur sécurisation. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Nous ne pouvons pas aujourd'hui parler de financement du développement au moment où nous ignorons la question du financement du terrorisme, parce que le terrorisme auquel nous faisons face dans la région du Sahel est un terrorisme sponsorisé et sponsorisé par des États. Les investissements pour la paix soient considérés aussi comme des investissements pour le développement. Comment réaliser une architecture de la dette souveraine orientée vers le développement? Cette préoccupation était au centre de l'intervention du ministre de l'économie et des finances dans une autre table ronde multipartite. Pour le ministre Sanou, il faut renforcer et rendre flexibles les mécanismes de financement pour les pays en zone de conflit. Au Mali, l'encours de la dette représente 49,7% du PIB et le service de la dette vaut 33% des recettes fiscales. La part des partenaires bi- et multilatéraux diminue de plus en plus et s'établit à 51,6% des dettes. Depuis, le gouvernement a mis l'accent sur une gestion rigoureuse et transparente de la dette tout en s'inscrivant dans une vision à long terme, une vision qu'on appelait le Mali 2063. Cette vision s'appuie sur les principes de souveraineté, de bonne gouvernance et définit les réformes nécessaires au développement des ressources internes, telles que la digitalisation, la relecture des différents codes. Pour l'accès au financement par certains partenaires oblige nos États à recourir à une dette commerciale plus chère, cherté souvent sans lien avec l'environnement économique régional. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a rencontré certains partenaires autour du thème « Financement de la paix, débloquer des investissements pour la sécurité climatique et la restauration des terres dans les contextes fragiles et touchés par les conflits ». Pour le ministre en charge de l'Environnement, il est impératif de repenser les modèles de financement pour les adapter aux réalités des pays en crise. Doumbia Mariam Tangara, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Il est plus urgent pour les États de se réunir, d'être ensemble et afin de penser aux communautés pour renforcer leur résilience dans le cas des effets néfastes des changements climatiques et dans la lutte contre la désertification. C'est de voir comment amener les bailleurs, les partenaires techniques vraiment à aider les États à pouvoir financer les projets et puis les activités de restauration des terres. Les conclusions des différentes tables rondes seront versées au document de la plénière prévue ce jeudi. Séville, Mamare Kone et Alou Touré pour l'ORTM. AES, actualité. Ouagadougou, mausolée Thomas Sankara, un lieu de mémoire très fréquenté depuis son inauguration il y a plus d'un mois. Des personnes de tout âge s'y croisent portées par un devoir de mémoire et un regard vers l'avenir. Construit sur le lieu même de l'assassinat de l'ancien président du Faso et de ses compagnons, le site se veut un espace de recueillement et de transmission des idéaux révolutionnaires. Sibrichal Simpore s'est rendu sur place pour Radio Burkina. Merci Thomas Sankara pour tout ce que tu as fait. Oriane Pouda, une fillette émue, vient de découvrir un pan de l'histoire du père de la révolution burkinabé. Comme elle, plusieurs autres jeunes et enfants sont venus visiter ce site emblématique. Ces visiteurs d'un jour sont venus de la cité relais de Bassenko sur initiative d'une association de résidents. Le mémorial grouille de monde. Et parce que c'est là-bas qui était le foyer par excellence de la réflexion sur la révolution. La visite conduite par des guides passionnés dure environ une trentaine de minutes. La statue de Thomas Sankara, les portraits de ses 12 compagnons d'infortune, des tableaux illustrant les idéaux de la révolution, le lieu de son assassinat, puis le mausolée où reposent les 13 dépouilles, aucun recoin du mémorial n'est négligé. Les visiteurs, venus en famille ou en colonie, s'imprègnent ainsi de ce lieu chargé de symboles. C'est le cas de Wendiam Robert Ouedraogo, un burkinabé vivant aux États-Unis. Étant dedans, j'ai vu que c'est carrément un coin de recueillement. C'est une initiative très très louable. Parmi les nombreux visiteurs, on retrouve également des religieuses ivoiriennes de passage à Ouagadougou. Pour sœur Marie-Inès Oulaye, cette visite est à la fois un devoir de mémoire et un acte touristique. Pour un grand bâtisseur, un grand penseur, un grand révolutionnaire, mais aussi une visite touristique parce qu'on en a entendu parler
Et on s'est dit, bon, en étant à Ouagadougou, pourquoi ne pas faire un pas? Et aussi, je dirais, un devoir de nous rappeler de l'histoire, de notre histoire. Depuis l'inauguration du mausolée le 17 mai dernier, le site du mémorial ne désemplit pas. Une affluence qui réjouit le coordinateur du projet de construction des infrastructures du mémorial Thomas Sankara, Étienne Lompo. Nous avons en moyenne dans nos statistiques plus de 200 personnes par jour. Ce qui est encore plus intéressant dans ces statistiques, c'est que nous recevons sur le site des groupes variés et des groupes organisés. Plus qu'un simple lieu de mémoire, le mémorial Thomas Sankara s'impose peu à peu comme un espace de transmission, de réflexion et de conscience collective. Au Niger, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage était dans le département de Boboui, dans la région de Dosso. Le colonel Mahaman Aladji Ousmane a visité les sites de production agricole intégrés de Bossadje dans la commune rurale de Birmen-Gaouré. Des sites dont les travaux de réhabilitation et d'extension d'une superficie de 100 hectares ont été confiés à l'ONAA. Les détails avec Ali Hachimou de la radio du Niger. Le ministre en charge de l'agriculture et de l'élevage a suivi une présentation du site dont les travaux d'extension ont été confiés à l'ONAHA par la population et le PNUD, selon les explications détaillées de l'expert de l'ONAHA. 8 blocs composés de 3 forages constituent la charpente de ces sites dont les travaux avancent normalement. 3 forages entièrement terminés, 3 autres réhabilités et 2 autres en cours de réalisation. Au cours de la réunion de synthèse, le chef de canton de Birni, l'honorable Soumane Hussein Soumana et l'administrateur délégué de la commune urbaine de Birnin-Gaouré ont pris la parole pour exprimer leur sentiment de profonde reconnaissance aux plus hautes autorités de notre pays pour l'engagement et les moyens déployés dans le cadre du projet pilote, ce qui vise essentiellement la promotion de l'autosuffisance alimentaire et surtout rendre les populations locales autonomes dans le cadre du volet sécurité alimentaire. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage a demandé aux porteurs de ce projet d'associer pleinement les experts de l'agriculture, de l'hydraulique, du génie rural, mieux poursuivre les visites de supervision de proximité. La visite nous apprend une autre forme d'intégration. Donc c'est une bonne option pour créer de l'emploi aux jeunes et de donner des revenus aux jeunes également. J'insiste, la certification des travaux est importante. C'est pourquoi j'insiste pour que le génie rural soit impliqué. Nous voulons que ce site réussisse pour que nous puissions aller à Difa, à Maradi, à Tawa, à Telabéri et à Agadez éventuellement. Sachez enfin que tous les responsables du chantier et les acteurs en charge des travaux ont rassuré davantage le ministre que les travaux seront terminés d'ici fin octobre prochain. Or, AES au Sénégal, Ousmane Sonko, le Premier ministre, demande désormais un nouveau procès après la confirmation de sa condamnation pour diffamation mardi par la Cour suprême du Sénégal. Cette dernière a rejeté la requête des avocats de l'actuel Premier ministre qui demandait le renvoi du dossier qui l'oppose à l'ancien ministre Mame Mbaye Niang devant le Conseil constitutionnel. Ces avocats ont saisi le ministre de la Justice hier pour demander la révision du procès. Il affirme détenir des faits nouveaux jugés décisifs pour une éventuelle réouverture du procès. Pour la première fois depuis 30 ans, un Premier ministre indien s'est rendu en visite officielle au Ghana hier, reçu par John Dramani Mahama. Le président ghanéen Narendra Modi en a profité pour renouer les relations bilatérales vieilles de plus d'un demi-siècle avec le Ghana. Le Premier ministre indien et le président ghanéen ont ensuite donné une conférence de presse commune au palais présidentiel d'Accra. Au cours de cette visite, Narendra Modi et le Premier ministre et le président ghanéen ont signé 3 accords portant respectivement sur l'industrie pharmaceutique, les échanges culturels et la poursuite des travaux d'une commission mixte permanente destinée à renforcer les liens diplomatiques entre Accra et New Delhi. Au Tchad, 2 zones de prison ont été requis contre Olivier Monodi, directeur du journal Le Pays et correspondant de Radio France Internationale, et ses co-accusés. Les 7 présumés coupables sont poursuivis pour intelligence avec des agents d'une puissance étrangère. Au cours de l'audience hier mercredi, la justice a d'abord rejeté leur demande de remise en liberté provisoire avant d'examiner le fond de l'affaire. 4 d'entre eux sont aux arrêts depuis 4 mois. Le délibéré est prévu pour demain vendredi. Une semaine après la signature de l'accord de
paix entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis. Des interrogations s'accumulent notamment sur la façon de la méthode du désarmement du mouvement M23. Les deux camps dénoncent des mauvaises volontés de part et d'autres dans l'application de cet accord. En Afrique du Sud, la tension monte dans le gouvernement d'union nationale à l'occasion du premier anniversaire de cette coalition composée des 10 partis. L'Alliance démocratique DA a porté plainte mardi contre la ministre de l'Enseignement supérieur, Noboulé Kabane. Elle l'accuse d'avoir menti au Parlement afin de nommer de manière frauduleuse des personnes liées à l'ANC au conseil d'administration de structures éducatives. Déjà en rupture de dialogue avec le président Cyril Ramaphosa, la DA multiplie les attaques contre l'ANC tout en refusant de quitter le gouvernement. Je l'annonçais dans les titres, 94 radios, 14 télévisions et un distributeur sont autorisés à exercer leur activité et ont le quitus de la haute autorité de la communication, mettant ainsi fin au suspense de la délibération de la commission de sélection. Ces radios et télévisions sont basées à Bamako, Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal, Kita, Djoïla, Nara, Bougouni, Koutiala, Douanzan et Banjangara. La cérémonie de proclamation de ces 94 radios et 14 télévisions et le distributeur a eu lieu hier matin au siège de la Haute Autorité de la Communication. Je vous propose de suivre les explications du président de la Haute Autorité de la Communication, Gaussou Koulibaly, au micro de Alousseni Touré. Depuis le 18 mars 2025, on avait lancé un appel à candidature pour l'attribution de fréquences radio et l'autorisation de télé ainsi que de distributeurs. La HAC a enregistré un certain nombre de dossiers, 138, dont 122 radios, 15 télés et un dossier de distributeur. Le comité des experts externes de la HAC s'est réuni pour procéder au dépouillement de ces dossiers. Ce comité d'experts, il est formé essentiellement d'éléments indépendants qui ne sont pas membres de la HAC, ni du collège, ni des services techniques. Le 12 mai 2025, à la suite du premier travail de dépouillement, la commission spéciale d'appel à candidature, pilotée par M. Sissouma, a pris la relève. Le nombre de dossiers retenus est donc retombé à 109. C'est 109 dossiers finalement qui ont été effectivement retenus. Sur ces 109 dossiers, il y a eu 94 radios, 14 télés ont été retenus et un distributeur. L'actualité sportive est dominée par la Coupe du monde de basket des moins de 19 ans garçons qui se joue en Suisse. Les juniors maliens ont perdu hier face au Canada 175 en huitième de finale. Le coup d'envoi des matchs de quart de finale de la Coupe du monde des clubs au pays de l'Oncle Sam aux États-Unis sera donné demain vendredi avec une confrontation entre Fluminense du Brésil et Al Hilal d'Arabie Saoudite. Sur le continent, la Confédération africaine de football, CAF, a dévoilé le tout nouveau trophée de la Coupe d'Afrique des Nations féminines qui débute dans peu de temps au Maroc. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Chelou. Coupe du monde des clubs. Le coup d'envoi des matchs de quart de finale sera donné ce vendredi à 19h temps universel avec une confrontation alléchante entre le champion de la Copa Libertadores, Fluminense, et le représentant asiatique Al Hilal. La journée du samedi sera particulièrement chargée. À 1h du matin, les Brésiliens de Palmeiras croiseront le fer avec le géant anglais de Chelsea dans un match qui pourrait bien être une finale avant l'heure. Plus tard, dans la journée à 16h, temps universel, le Paris Saint-Germain affrontera le Bayern Munich dans un choc européen très attendu, tandis que le Real Madrid, autre poids lourd du continent, défiera le Borussia Dortmund à 20h, temps universel, pour clôturer cette série des quarts de finale. Et la Confédération africaine de football a dévoilé hier le nouveau trophée de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2024.
Inspiré directement du trophée emblématique de la CAN masculine, ce nouveau design va bien être au-delà d'une simple récompense. Il incarne une célébration de l'égalité, de l'unité et de l'excellence. À travers ce trophée, la CAN féminine affirme une conviction puissante. La grandeur du football dépasse les genres. Son esthétique emblématique présente des pédales identiques s'élevant en spirale, chacun représentant une nation participante. Ensemble, ils forment la silhouette d'une fleur en pleine éclosion, symbole intemporel de la croissance, d'émancipation et de beauté. Une image qui illustre parfaitement le parcours du football féminin africain et la force vibrante de ses athlètes. Du cœur de cette structure florante émerge une sphère dorée discrètement texturée comme un ballon de football. Ornée d'une carte d'Afrique en or brillant, elle reflète l'ambition, la fierté et l'influence mondiale du continent dans le football féminin. Confectionné en argent étincelant et en or, le corps du trophée est cerclé d'un anneau doré gravé du logo de la CAF, marquant l'engagement indéfectible de la Confédération à valoriser le football féminin dans ses 54 associations membres. Sa base en marbre blanc, immaculé, repose sur des lignes dorées raffinées et porte le nom de la compétition en lettres d'or, ancrant ainsi l'héritage de la CAN féminine dans le riche patrimoine sportif de l'Afrique. Le Mali est qualifié pour cette phase finale et la compétition commence samedi et pour prendre fin le 26 juillet prochain. Le match d'ouverture opposera le pays hôte, le Maroc, et la Zambie à 20h anniversaire au stade olympique de Rabat. Le Mali est logé dans le groupe C en compagnie de l'Afrique du Sud, du Ghana et de la Tanzanie. Pour ce qui est du football féminin sur le plan national, la deuxième journée de la phase qualificative de championnat national de première division se jouera ce jeudi. L'AS Mandé jouera contre l'Espalion d'Amdelaï à partir de 16h au stade Moro Konaté et les deux équipes avaient perdu en première journée. Au même moment, au stade Wenzin Koulibaly, les Amazones de la commune 5 affronteront l'USFAS, récemment vainqueur de la Coupe du Mali. Basketball pour terminer, la Coupe du monde de basketball des moins de 19 ans masculin se poursuit. Les huitièmes de finale ont commencé hier. Les joueurs maliens ont perdu face au Canada 100-75. L'autre représentant africain à huitièmes de finale, le Cameroun, a été battu par Israël 86-84. Isaac Tchenou va nous amener à présent sur les tatamis, puisque dans sa leçon du sport de ce jeudi, il va nous parler du pomsé en taekwondo. En taekwondo, les poussées sont des enchaînements codifiés de techniques offensives et défensives représentant un combat contre un ou plusieurs adversaires imaginaires. Et reprenant toutes les techniques de base du taekwondo, les poussées ont été conçus de façon à ce que les pratiquants puissent s'entraîner même en l'absence d'un partenaire. L'exercice a tout son sens, nous dit Dr Yacoub Traoré, ceinture noire 6e dan, président des arbitres de taekwondo au Mali. Un poussé est un combat réel contre des adversaires imaginaires. Les enchaînements techniques correspondent au kata du karaté. Poum signifie forme, sei signifie identité. Chaque poussé fait référence à un des 8 signes divinatoires. Nous avons 8 poussées à exécuter avant d'accéder au grade de ceinture noire premier dan. Le poussé est d'une grande importance dans la discipline. Le poussé est très important dans le taekwondo. Pour prétendre à la ceinture noire premier dan de taekwondo, le pratiquant doit connaître les 8 premiers poussés de la famille des taïgok poussés. Ainsi, à chaque grade correspond un poussé. Les poussés sont donc des bases martiales de la discipline et l'essence même du taekwondo. C'est là où les différentes techniques d'attaque et de défense se trouvent. Le poussé est le deuxième type de combat qui organise le taekwondo, nous précise Dr Yacoub Traoré. Le deuxième type de compétition qu'organise le taekwondo mondial est la compétition de poussé. Peuvent se présenter à une compétition de poussé les catégories d'âge suivantes: les cadets, les juniors, les seniors, les 50 ans et plus. Les compétitions s'organisent individuellement. Donc nous avons les catégories individuelles d'hommes et de femmes. Nous avons également des couples qui peuvent compétir, c'est-à-dire des pères, hommes et dames. Le président des arbitres de taekwondo au Mali nous donne des précisions sur les débuts des compétitions de poussé dans notre pays. Au Mali, les compétitions de poussé ont débuté en 2018, après la formation des arbitres nationaux. En 2019, une catégorie d'âge a été initiée au championnat national, c'est la catégorie 41 à 50 ans. Dans la pratique traditionnelle, le poussé est un travail de perfectionnement. Il permet de développer la force et la concentration, mais aussi l'équilibre, la vitesse, l'endurance et la détermination. Chronique judiciaire.
Jeter le doute sur la santé financière et le pouvoir de l'État est préjudiciable. Ce délit à double dimension porte atteinte au crédit de l'État. Contrairement à ce que certains pensent, il y a des dispositions légales contre les auteurs d'atteinte au crédit de l'État en République du Mali et c'est puni par le Code pénal en son article 242-74. Voyons l'atteinte au crédit de l'État. C'est une rediffusion avec Garibou Pérou dans la chronique judiciaire. À la fois financière et morale, l'atteinte au crédit de l'État est un préjudice. Le mot crédit signifie ici la relation de confiance entre l'État, qui est une personne morale de droit public, et le justiciable, une personne physique. Mettre cette confiance en rude épreuve, c'est porter délibérément atteinte au crédit de l'État. Bamassa Sissoko, président de la 3e chambre civile de la Cour suprême du Mali. Le mot crédit vient du latin. Creditum, la confiance qu'inspire une personne sur sa solvabilité. La confiance en quelqu'un, la confiance en quelque chose, c'est aussi l'autorité, le pouvoir qui résulte de cette confiance. Porter atteinte au crédit de l'État, c'est propager par voie de presse à travers les médias classiques ou les réseaux sociaux des fausses nouvelles, des allégations mensongères, de nature à amener le citoyen à perdre confiance à l'État, à douter de sa solvabilité financière, mais également à remettre en cause son autorité. L'atteinte au crédit est circonscrite par les articles 167 et 58 du Code pénal. Les attributs humains de l'État sont clairs. Comment se manifeste donc cette mise en cause au plan financier? Vous avez des gens qui peuvent aller sur les réseaux sociaux, qui peuvent, par le discours, par écrit, inciter le public à aller faire les retraits des caisses publiques. En faisant cela, cette attitude qui consiste à amener les citoyens à perdre confiance en l'État, à sa solvabilité, crée un préjudice. À côté de ces préjudices financiers, nous avons les discrédits moraux. Cette atteinte remet en cause la respectabilité et l'honorabilité de l'État. Il y a un citoyen qui se permet de parler de l'obsolescence de l'outil de défense nationale. Il remet en cause la fiabilité du système judiciaire du pays. Les déclarations de ce genre peuvent carrément effriter la confiance que les gouvernants ont aux gouvernés. Lorsqu'un préjudice est commis, il doit être forcément réparé. La procédure de mise en œuvre et l'exercice de l'action varient selon que l'on soit en face d'une atteinte au crédit financier ou en face du crédit moral de l'État. Quand il y a atteinte au crédit financier de l'État, en ce moment, on applique les dispositions de l'article 172 du Code pénal. Et cette disposition dit que le procureur de la République, face à une telle infraction, ne peut pas s'autosaisir. Il appartient à ce moment, selon les termes de l'article 172 du Code pénal, au ministre de l'Économie et des Finances de saisir le procureur d'une plainte contre la personne. Et c'est après cette plainte que le procureur de la République est habilité à engager des poursuites contre les ou les auteurs. En plus du ministre de l'Économie et des Finances, il y a le représentant légal de l'établissement qui a été victime d'atteinte au crédit financier, qui peut également porter plainte devant le procureur de la République qui est territorialement et matériellement compétent, qui en ce moment va engager des poursuites. Et là, en ce moment, on parle de crédit financier. S'agissant du crédit moral, le crédit moral est comme une infraction ordinaire. En ce moment, le procureur de la République peut s'autosaisir. Et contrairement à ce que les gens pensent que les magistrats en font à leur tête, qu'il n'y a aucune disposition qui les autorise à engager des poursuites contre les gens pour atteindre au crédit de l'État, c'est bien une erreur. Donc l'infraction existe bel et bien à travers le Code pénal et c'est à juste raison que les magistrats en font application tous les jours. Pour les crédits moraux, le procureur dispose de l'opportunité des poursuites par autosaisine. Financier, il doit être préalablement saisi d'une plainte avant d'exercer l'action publique. L'un comme dans l'autre, les déclarations du genre à porter atteinte au crédit de l'État sont à éviter. En tant que citoyens, nous sommes tenus de respecter les dispositions nationales. 7h26 à Dougounikoro et Jean Ségou, c'est la fin de la première édition de votre journal parlé sur Radio Mali
À 13h, vous retrouverez le duo Brahma Traoré, Fatou Djabi, mais gardez vos positions. Dans un instant, Moussa Koulibaly sera là pour les avis et communiquer. Ce journal vous a été présenté par Ousmane Daou, mise en onde Mamadou Bobakar Diallo, mise en ligne Cheikh Abdelaziz Koulibaly, réalisation Dourati Diakité. Bonne journée à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Au revoir et à très bientôt.